Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré aux pathologies des perroquets. Je suis le docteur vétérinaire Wauty Jean-Philippe, médecin vétérinaire généraliste en faune sauvage en médecine aviaire. Et aujourd'hui, je compte bien vous parler d'une pathologie excessivement grave qui touche au moins 20% des perroquets qui viennent en consultation et qui est régulièrement mortelle. Je parle bien entendu de la goutte et de la pathologie qui lui est associée, l'amyloïdose. Pour comprendre ce qu'est la goutte, il faut comprendre que les perroquets et les oiseaux ont un cycle de la dégradation des protéines qui leur est très spécifique. Chez nous, chez les mammifères, les protéines sont dégradées en urée pour pouvoir être éliminées. Chez les oiseaux, la nature en a décidé autrement. Elle utilise l'acide urique pour l'élimination des produits de catabolisme des protéines. Cet acide urique a un intérêt fondamental chez les oiseaux, c'est-à-dire qu'il n'empoisonne pas l'oisillon lorsqu'il est dans l'œuf. Si jamais l'oiseau produirait de l'urée, eh bien cette urée pour finir deviendrait toxique puisque chez les mammifères, l'urée est éliminée par le placenta et donc par la maman, dans les urines de la maman. Mais évidemment, lorsque c'est un œuf, il n'y a pas de place pour cette urée et donc le stockage par l'acide urique rend cet azote neutre et empêche un empoisonnement de l'oisillon. Cet acide urique va donc être produit par le foie lorsqu'il y aura présence d'un besoin de cataboliser des protéines, donc de dégrader des protéines, que ces protéines proviennent de l'alimentation du perroquet ou qu'elles proviennent du corps du perroquet. Puis cet acide urique va être transporté dans le sang via les reins et là, dans les reins, il sera associé à des protéines qui vont lui permettre d'être solubilisées à l'eau et de pouvoir être éliminé via les urines. Vous retrouvez cet acide urique à l'intérieur des matières fécales de votre perroquet, c'est la tache blanche qui est présente dans l'urine à l'intérieur de la matière fécale. Donc, je vous rappelle que chez les oiseaux, le cloaque permet l'excrétion à la fois des matières fécales issues de l'intestin, mais aussi des urines. Et donc, lorsque vous avez une crotte qui est moulée, qu'on appelle une fiente, lorsque vous avez une fiente qui est moulée, vous avez la partie qui est intestinale, qui est le résidu en fait de la digestion des graines et des fruits, et d'autre part, vous avez de l'eau qui provient de l'urine et de l'acide urique, qui est cette partie blanchâtre que vous avez autour de la matière fécale. Lorsque il y a trop d'acide urique à l'intérieur de l'organisme d'un perroquet, on a des risques de voir apparaître de la goutte. Cet acide urique peut provenir de plusieurs raisons. Soit c'est un défaut d'élimination, c'est-à-dire que les reins sont soit endommagés, soit le perroquet subit une très forte déshydratation et donc l'acide urique n'est plus éliminé par le rein et reste dans l'organisme. La deuxième solution, c'est qu'il y a trop de catabolisme des protéines. Ce trop-plein de catabolisme des protéines peut provenir en général et le plus souvent de deux raisons. Soit il y a beaucoup trop de protéines à l'intérieur de l'alimentation, soit il y a des pathologies secondaires qui fait que l'oiseau va utiliser ses protéines personnelles, ses protéines corporelles pour faire du catabolisme. On retrouve notamment ce phénomène d'absorption de ses propres protéines personnelles dans une pathologie assez connue qui est le diabète. En effet, oui, les perroquets peuvent souffrir de diabète, on en parlera probablement un jour dans un autre podcast. Donc ce diabète est dû à un excédent de sucre, et essentiellement un excédent de sucre, voire éventuellement de graisse à l'intérieur de l'alimentation. Il finit par devenir diabétique et dans la pathologie du diabète, en fait, comme l'organisme ne sait plus comment gérer son sucre et comment gérer ses stocks, il commence de manière erratique à brûler ses propres protéines pour fabriquer du sucre en plus, malgré qu'il est déjà avec un taux de sucre à l'intérieur du sang beaucoup trop important. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, l'acide urique est produit et cet acide urique ne peut pas être éliminé en excès par les reins, c'est-à-dire que les reins ont une capacité de filtration et quand il y a trop de protéines qui se trouvent à l'intérieur de l'alimentation ou trop de protéines qui sont catabolisées par le foie, eh bien à ce moment-là cet acide urique, il reste à l'intérieur de l'organisme, il n'est plus éliminé par les reins. Donc je résume, soit on n'a pas assez d'excrétion de l'acide urique, par exemple en cas de déshydratation ou
en cas de rein défaillant, parce que le rein a été endommagé par une pathologie quelconque, voire même déjà par un excédent d'acide urique, soit il y a trop d'acide urique qui est produit, donc par un excédent de protéines dans l'alimentation ou par des pathologies primaires comme le diabète chez le perroquet. Cet acide urique en excédent, le corps va tenter de le gérer dans un premier temps. Il a 3 possibilités pour essayer de l'éliminer. Soit il va tenter de l'excréter par la peau et cet acide urique va être émis en fait au niveau des squames de la peau pour être évacué. Ça donne lieu à ce qu'on appelle la goutte dermique. Soit il va être stocké là où il peut, c'est-à-dire en règle générale dans les articulations. Cela provoquera ce qu'on appelle la goutte articulaire, qui est sensiblement identique à la goutte articulaire que l'on connaît chez les êtres humains. Soit, et là c'est la forme la plus grave, c'est-à-dire qu'il va stocker cet acide urique à l'intérieur de l'organisme, partout là où il peut, c'est ce qu'on appelle la forme de la goutte viscérale. Cet acide urique, il n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'il est fortement inflammatoire. Donc là où il va aller se coller, là où il va aller s'installer, que ce soit au niveau de la peau, des articulations ou à l'intérieur des intestins et à l'intérieur des viscères, pour la forme viscérale, il va provoquer une réaction inflammatoire importante. Et cette réaction inflammatoire importante va provoquer une réaction locale de l'organisme qui est une hyperproduction de protéines pour pouvoir se défendre contre l'inflammation. Cette hyperproduction de protéines provoque à terme une pathologie que l'on appelle l'amyloïdose, c'est-à-dire qu'il y a trop de protéines amyloïdes qui a été produite lors des réactions inflammatoires, soit par le foie, soit de manière locale, et cette protéine elle-même devient à ce moment-là délétère pour l'organisme. C'est pour ça qu'en règle générale, quand on a de la goutte viscérale, on a de l'amyloïdose qui apparaît en plus à côté du problème primaire et qui vient amplifier ce phénomène. Au niveau des symptômes, un animal en règle générale développe une des 3 formes de la goutte. Il ne développe pas les 3 en même temps. Nous avons la goutte dermique. L'inflammation se développe au niveau de la peau et des plumes. L'animal commence à se gratter, il commence à se démanger et il commence à s'arracher les plumes. On va distinguer d'ailleurs un piquage lié à une forme de goutte d'un piquage par exemple d'origine psychologique parce que la démangeaison va se trouver sur tout le corps et donc y compris au niveau de la tête. Donc il va se démanger les plumes au niveau du poitrail, au niveau du dos, mais il va aussi tenter de s'arracher les plumes avec les pattes au niveau de la tête. Parfois, lorsque ce sont des pathologies associées à des pathologies d'origine rénale, le piquage va être très marqué au niveau des reins de l'oiseau, c'est-à-dire qu'il va sentir qu'il a de la douleur dans les reins et donc il va tenter de se piquer, de s'arracher les plumes au niveau des reins pour faire cesser cette douleur. Pour la goutte articulaire, l'inflammation se trouvera au niveau des articulations. Le plus souvent, mais pas tout le temps, au niveau des articulations des pattes. Vous allez avoir des gonflements qui vont apparaître, que ce soit dans les articulations intertarsiennes, que ce soit dans les articulations du tarse ou que ce soit au niveau de l'articulation fémoro-cubitale, vous allez avoir de l'inflammation qui va se former, un oiseau qui va commencer à boiter, de la congestion, vous allez avoir des articulations qui sont gonflées, rougeâtres, parce que toute l'inflammation va s'extérioriser de cette manière. Pour la goutte viscérale, c'est la plus insidieuse et la plus dangereuse. Vous n'allez pas avoir de symptômes directs d'un problème, hormis un animal qui va être abattu sur le long terme, qui va éventuellement se regarder le ventre de manière régulière parce qu'il aura des douleurs, et qui, lorsque, hélas, la pathologie sera déjà à un stade relativement avancé, pourra commencer à présenter des paralysies des pattes postérieures. La goutte viscérale a tendance à se placer bien souvent au niveau du foie et au niveau des reins, et à enquister les reins. Ces reins vont gonfler et s'enflammer et vous allez avoir un écrasement des nerfs et notamment du nerf sciatique de l'oiseau. On peut avoir de la paralysie des membres postérieurs secondaire à la goutte viscérale qui peut apparaître, mais ceci dans des stades déjà fortement avancés de la maladie, hélas. Au niveau des traitements, le premier traitement primordial est de couper la source de l'excédent d'acide urique. Donc si jamais c'est dans l'alimentation, il va falloir remédier avec votre vétérinaire pour obtenir une alimentation la plus saine et la plus équilibrée possible. Et il va falloir tenter d'éliminer les excédents d'acide urique à l'intérieur de l'organisme de votre perroquet. Il
y a un produit qui est assez connu, qui est l'hexaméthylméthénamine ou l'iburate de méthénamine, qui était le fameux Iprex, qui était autrefois utilisé pour tout ce qui était phénomène de goutte articulaire chez les êtres humains. Ce produit fonctionne parfaitement chez les oiseaux et chez les perroquets. Si des confrères ont besoin d'en savoir plus, qu'ils n'hésitent pas à me contacter sur ma boîte mail, je leur en dirai plus. Sachez que ce produit est très difficile à trouver. On arrive encore, en tout cas du temps où je travaillais en Belgique, il y a 10 ans, on arrivait encore assez facilement à le trouver. En France, pour ainsi dire, c'est quasiment impossible de pouvoir en importer, ce qui est donc un sérieux problème. Mais je le signale quand même, après tout, si jamais il y a des vétérinaires québécois ou bien des personnes du Québec qui m'écoutent, sachez que le produit là-bas est beaucoup plus facile à retrouver et donc il fonctionne excessivement bien pour soigner et pour traiter la goutte. La colchicine a un effet favorisant sur le fonctionnement du foie, sur les foies qui sont cirrhotiques ou sur les foies qui sont en hépatite, et donc cela permet au mieux de régulariser et d'améliorer le métabolisme des protéines, l'amyloïdose et la production d'acide urique. C'est un produit que j'ai testé de manière régulière, faute de ne plus avoir d'iburate de méthénamine à ma disposition, et j'en suis relativement content, même si honnêtement je suis moins content de la colchicine que de l'iburate de méthénamine. Il faut faire avec. Troisième traitement, bien entendu, c'est l'utilisation d'acides aminés soufrés, donc à ajouter dans l'alimentation pour pouvoir améliorer le fonctionnement du foie, lui permettre de faciliter l'excrétion des métabolites négatifs qu'il produit parce qu'il est en état de goutte. On utilise donc de la méthionine, de la thiamine, de la biotine que l'on donne en quantité non négligeable aux perroquets de manière à faciliter donc l'excrétion de tous les éléments négatifs qui sont produits par le perroquet en état de goutte. Au niveau des anti-inflammatoires, le gros problème c'est que les perroquets sont excessivement sensibles à tout type d'anti-inflammatoires et plus particulièrement à toute la gamme de ce qu'on appelle les AINS. Et donc, déjà sur un foie malade et déjà sur un rein qui est malade, placer l'oiseau sous anti-inflammatoire pour essayer d'améliorer son état peut être relativement préjudiciable car on peut hélas amplifier les lésions. Donc, à titre personnel, je n'ai jamais recommandé qu'on mette un perroquet sous anti-inflammatoire pour des phénomènes de goutte ou tout autre phénomène d'ailleurs de pathologie chronique que le perroquet pourrait développer. Petit ajout au moment du montage de ce podcast concernant les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez le perroquet, je m'aperçois en réécoutant que j'ai été peut-être un chouïa trop radical à propos de l'utilisation des AINS. Donc oui, je maintiens quand même que la plupart, voire même la totalité des anti-inflammatoires non stéroïdiens auront de facto des effets nocifs sur le foie et sur les reins à long terme, voire même à court terme ou à très court terme, suivant le type d'AINS qui va être utilisé. Bien entendu, il y a certains anti-inflammatoires qui ont des effets délétères moins violents que d'autres. Je pense notamment à une série d'anti-inflammatoires de seconde génération, dont celui qui est le plus documenté et qui, pour ma part, a toujours été celui que j'ai utilisé, c'est-à-dire la molécule Meloxicam. C'est une des molécules qui est les plus sécurisées chez les oiseaux et chez les perroquets. Malgré tout, même si parfois je les ai utilisé cette molécule sur des états de goutte avancés, notamment pour la décongestion des reins en cas de phénomène de goutte avancée avec de la paralysie, j'ai toujours essayé de minimiser les effets en utilisant des dosages significativement moins élevés que ce qui est inscrit dans les compendiums. En règle générale, j'attaquais à moitié de dose, voire 3/4 de dose par rapport au compendium, car j'ai remarqué que la plupart des compendiums donnent des dosages où on a déjà des effets délétères à dose prescrite, spécialement sur le long terme. Alors déjà chez un perroquet, je parle de sur le long terme sur une semaine, 15 jours de traitement. Pour moi, c'est du long terme. Pour moi, du court terme pour l'utilisation d'un AINS sur un oiseau, c'est 2 jours, d'accord, maximum. Donc, je le redis, alors oui, dans certains cas extrêmes, de mesure extrême, des cas de faiblesse extrême, des cas où le perroquet est quand même vraiment pas bien, des cas où il est en paralysie totale ou semi-totale, bien entendu, l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens
est justifié pour tenter de pouvoir faire quelque chose. Je recommande simplement l'extrême prudence. Concernant le diagnostic de la présence de gouttes sur votre perroquet, le médecin vétérinaire va bien entendu se baser d'abord sur les symptômes que le perroquet va présenter, pensera à une goutte dermique si jamais l'oiseau commence à s'arracher les plumes de partout, il pensera à une goutte articulaire si jamais une ou plusieurs des articulations sont gonflées, et il pensera à une goutte viscérale si l'oiseau arrive fortement amaigri. Bien entendu, il vérifiera aussi la qualité des matières fécales. En règle générale, sur un psittacidé qui est donc un granivore ou un frugivore tendance granivore, la quantité d'acide urique dans la matière fécale, dans la fiente, ne doit pas dépasser la moitié de la taille de la fiente. Si jamais il y a plus d'acide urique que de fiente, c'est que nous avons vraiment un problème. Un des maîtres diagnostiques est l'utilisation de la prise de sang, à la fois pour voir le fonctionnement de la fonction hépatique et de la fonction rénale. Alors je reviendrai sur la prise de sang en long et en large dans un autre podcast d'ici quelques semaines. En attendant, donc pour la fonction hépatique, on va essentiellement rechercher la phosphatase alcaline qui a tendance à fortement augmenter lorsque le foie est en souffrance. Attention qu'elle augmente aussi lorsque l'on a donné des corticoïdes à l'oiseau. Et on va, pour tester la fonction rénale, on va éviter tout ce qui va être clairance de l'urée ou de la créatinine, puisque comme je l'ai expliqué, les oiseaux ne produisent pour ainsi dire pas d'urée. On ne recherche pas la CPK, donc la créatine phosphokinase, pour la simple et bonne raison que la moindre manipulation d'un perroquet va provoquer des lésions de tissu et va faire directement augmenter cette créatine phosphokinase à l'intérieur de l'organisme, et donc tout de suite ce sera des données tronquées. On ne recherche pas non plus le sodium dans le sens où la prise de sang entraîne de facto la destruction des globules rouges, puisque la prise de sang se fait essentiellement par la pompe à la seringue. Le sodium augmente puisque les globules rouges ont été détruits. On va par contre rechercher l'acide urique et le calcium. Alors le calcium, pourquoi ? Parce qu'il est assez stable et que c'est un bon facteur de clairance. Alors il y a des fortes variations d'un psittacidé à l'autre, donc je renverrai les confrères qui écoutent ce podcast aux tables. Pour ce qui est de l'acide urique, comptez qu'en moyenne entre 5 à 10 mg par litre de sang, on est dans des valeurs normales, moyennes, tout type de perroquet confondu. À partir de 14 mg, on a un problème. Si jamais vous avez des perroquets de tout type confondu qui tournent aux alentours de 14 mg par litre de sang de taux d'acide urique, là vous pouvez considérer que votre oiseau est en état de goutte et donc mettre en place ces traitements adéquats. Attention aussi que même en état de goutte, les valeurs de l'acide urique peuvent rester dans les normes. Donc ça peut toujours être un problème, notamment en fin de vie du perroquet, lorsqu'en fait il n'y a plus de protéines à devoir éliminer, donc c'est-à-dire que le perroquet est en état cachectique, ou à l'inverse, lorsque le foie est tellement endommagé que malgré tout, il n'est plus capable de pouvoir métaboliser les protéines, et donc en fait les taux d'acide urique restent stables, voire même en dessous de la norme. Mais bon, sur une pathologie débutante avec un perroquet malade, normalement vous allez avoir régulièrement, on va dire dans plus de 85% des cas, des oiseaux qui vont dépasser les 14 mg et donc il faudra traiter. On peut malgré tout aussi faire d'autres recherches diagnostiques, notamment par la radio et par le scanner. On a l'avantage de voir sur la radio et sur le scanner des cristallisations de l'acide urique à l'intérieur des organes, pareil comme des espèces de petites étoiles hyper brillantes à l'intérieur d'une radio. Donc ça signe les incrustations d'acide urique et donc le fait que le perroquet est en état de goutte. On vérifiera dans la foulée que le perroquet ne présente pas un diabète primaire qui expliquerait la goutte. Donc on va rechercher le sucre dans le sang. Il y a des tables spécifiques qui donnent les quantités de sucre par oiseau. N'oubliez pas que sur les oiseaux stressés, forcément le taux de sucre va rapidement augmenter, donc ça c'est un petit problème. On n'a hélas aucune donnée sur les fructosamines chez le perroquet, donc il est compliqué de pouvoir utiliser cette donnée pour pouvoir avoir le diabète à long terme, comme on peut le faire chez le chien et les chats.
Il reste évidemment aussi la collecte des urines, hein, donc dans un milieu sain et propre. On peut essayer de récupérer les urines du perroquet et ensuite de les tester à la bande pour voir si jamais il y a du sucre à l'intérieur. Bien entendu, ces urines ne doivent pas être contaminées, notamment par de la nourriture, parce que dans la nourriture, il y a de l'amidon et il y a du sucre, notamment le sucre des fruits, il y a les fructoses des fruits, et donc on peut avoir des interventions croisées. Il faut vraiment que les fonds de cage soient propres pour pouvoir récupérer les urines du perroquet. Au niveau de la prévention, vous comprendrez que, hélas, on ne peut pas faire grand-chose sur tout ce qui est pathologie d'origine rénale primaire. On peut avoir un effet sur tout ce qui est l'hydratation de l'oiseau, donc il faut toujours être sûr que votre oiseau aura de l'eau à boire et en quantité, et spécialement par temps chaud, pour éviter justement qu'il ne se déshydrate et donc qu'il ne puisse plus éliminer son acide urique, indépendamment des autres phénomènes bien entendu liés à la déshydratation, qui, parlons-en 2 minutes, lorsqu'un perroquet est déshydraté, il cherche de la boisson, mais il allaite énormément, il a des troubles d'origine nerveuse, il se peut aussi qu'il fasse de la paralysie des membres postérieurs, et forcément il n'y a plus d'émission de matière fécale ou alors des matières fécales qui sont excessivement sèches avec énormément d'acide urique. La prévention principale viendra de tous les effets alimentaires qui provoquent la goutte, que ce soit les excédents de sucre ou de graisse dans l'alimentation, donc par un choix bien déterminé des bonnes graines pour votre oiseau, privilégier les fruits, les légumes, spécialement quand c'est un perroquet qui demande beaucoup de fruits ou beaucoup de légumes, par exemple un Amazone, bien un Eclectus, qui sont des oiseaux qui mangent beaucoup plus de fruits et de légumes que de graines. Privilégier les bonnes graines et privilégier les bons apports alimentaires si jamais c'est un perroquet gris du Gabon, donc là, lui, il va manger plus de graines, mais bon, attention par exemple à toute une série de graines comme les graines de tournesol qui sont excessivement riches en graisse et en sucre et qui peuvent amener du diabète qui plus tard amènera lui-même de la goutte, mais aussi tout ce qui est apport important de protéines à l'intérieur de l'alimentation. Vos perroquets n'ont pas besoin d'avoir des excédents de protéines. Je pense essentiellement à tout ce qui est petits gâteaux à base d'œufs, pâtes à base d'œufs, voire directement des œufs, voire dans le pire des cas, de la viande. Les perroquets ne mangent pas de viande, les perroquets ne mangent pas d'insectes, c'est prouvé scientifiquement, quoi qu'on vous en dise ailleurs, sur des forums ou des choses comme ça. Il est bien prouvé scientifiquement que les perroquets ne mangent aucune viande et ne mangent aucun insecte dans les milieux extérieurs. Et si, hélas, cela arrive de temps en temps, c'est que soit c'est une erreur alimentaire, c'est-à-dire que l'insecte se trouvait là au mauvais endroit au mauvais moment et le perroquet l'a mangé, un peu comme la vache va aller brouter de l'herbe et va aller manger des chenilles ou va aller manger des fourmis qui se trouvent sur l'herbe. C'est pas pour ça que la vache a un régime omnivore, ce sont des erreurs alimentaires, c'est pas de chance pour la fourmi qui se trouvait sur l'herbe, c'est la même chose pour le perroquet. À l'intérieur d'une graine, de temps en temps, vous avez un insecte, vous avez une larve et le perroquet en fait la mange en mangeant la graine. C'est ça que l'on voit dans les milieux extérieurs. Vous avez aussi des perroquets qui sont des perroquets addictifs, c'est-à-dire qu'un jour, ils ont essayé des larves d'une espèce d'insecte qui se trouvait présente et ils ont apprécié le goût. Et ils ont apprécié aussi l'effet que cela faisait. Il faut savoir qu'un excès de protéines dans l'alimentation d'un perroquet provoque un excès euphorique, parce que ces protéines servent notamment à la production des hormones de plaisir. Et donc, forcément, le perroquet dévie son alimentation comme un junkie en allant chercher spécifiquement des larves pour pouvoir avoir cet effet de plaisir. Mais en aucun cas, cela fait partie de son régime alimentaire. Donc, c'est important de le préciser. S'il vous plaît, faites bien attention aux quantités astronomiques de protéines que les perroquets reçoivent chaque année et notamment faites attention à tous ces discours qui disent « si, il faut donner de la viande aux perroquets ». C'est totalement faux, je suis navré de le dire, il y a énormément d'études qui le prouvent, il ne faut pas donner de viande, il ne faut pas donner d'insectes à ces perroquets, même à titre de friandise, ce n'est pas bon. D'ailleurs, énormément de perroquets que moi j'ai eu personnellement en consultation pour des diagnostics de gouttes avaient plus ou moins souvent de la viande à table, avaient des morceaux de poulet ou avaient même carrément de la viande rouge qui était disponible à table pour eux de manière régulière, un petit morceau de saucisson, un petit morceau de jambon. Et il n'y a rien de plus mauvais, cela provoque des troubles au niveau hépatique, cela provoque des troubles au niveau rénal, et à terme, cela provoque des excédents d'acide urique et de la goutte. Voilà,
Ce podcast un peu technique concernant la goutte est à présent terminé. J'espère que vous serez à présent mieux informé sur la goutte viscérale, la goutte dermique et la goutte articulaire chez votre perroquet. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous renvoie à mon livre L'alimentation des perroquets, pas si sorcier, la seconde édition qui est sortie il y a quelques mois, où un large chapitre est consacré à l'entièreté des phénomènes de goutte et des dérives alimentaires qui produisent la goutte. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Bonne journée à vous. Au revoir.